Bonjour et bienvenue pour ce 223e briefing que nous allons faire toujours sans le président Chenesso qui continue à s'amuser en France et ainsi que le directeur général Chinsky. On se demande quand ils travaillent, ces gens-là. Pardon? Oui, Maraczynski s'amuse à Moscou, c'est vrai. Euh, mais heureusement, nous avons toujours Arnaud et Igor qui sont toujours là et qui ont participé grosso modo à tous les briefings. Et Anne Coldefi, qui va nous dire un petit mot aujourd'hui sur les séries. Voilà, les séries télévisées, si j'ai bien compris. Voilà, nous sommes sous la neige à Moscou, un petit peu dans le froid. Il fait pas très froid, mais il fait -5, -6. Et je crois que Igor, qui lui est au soleil, je sais pas s'il est aux Caraïbes ou encore, voilà. T'es dans des endroits toujours bizarres, Igor. Tu chauffes, Emmanuel. Mais aujourd'hui, c'est Igor qui va commencer par l'actualité parce il y a beaucoup d'actualités et Igor va commencer et nous entendrons par la suite Arnaud qui va nous parler d'économie, de politique intérieure. Voilà. Donc Igor, the floor is yours. Merci, Président. Bonjour à tous. Du côté de l'aide militaire à l'Ukraine, deux nouvelles assez brèves. Un nouveau paquet d'aide militaire américain, pratiquement 1 milliard de dollars, 988 millions, qui a été débloqué sur la ligne du USAI, donc qui est la ligne de crédit votée par le Congrès, pour commander du matériel pour l'Ukraine, ce qui veut dire que ce matériel commandé dans le cadre de ce paquet-là n'est pas immédiatement disponible, mais qu'il va être commandé auprès des armuriers et des industriels américains, et qui sera donc livré, s'il l'est, dans les mois qui viennent. Alors je dis s'il l'est parce que lorsque Donald Trump arrive le 20 janvier, on peut tout à fait imaginer qu'il décide de geler toutes les commandes qui sont en cours pour l'Ukraine. En tout cas, c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Et deuxième information sur cette rubrique, eh bien, c'est le Danemark qui a transféré à l'Ukraine la seconde partie du lot de F-16 pour la flotte de F-16 ukrainienne à laquelle vont contribuer donc le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique. Donc on parle en tout de 80 appareils. On sait qu'une partie d'entre eux sont visiblement en Pologne en transit pour être tout simplement repeints aux couleurs, j'allais dire, de l'Ukraine avant de rejoindre des aérodromes quelque part sur le territoire ukrainien. Mais en tout cas, ce projet de flotte ukrainienne de F-16 suit son cours. Et le Danemark, manifestement, s'est acquitté de ses obligations dans le cadre de cette flotte avec cette dernière livraison. Alors, il y a eu cette semaine la fameuse interview accordée par Sergei Lavrov à Tucker Carlson, qui a été mise en ligne sur le YouTube de Tucker Carlson, la chaîne YouTube de Tucker Carlson, le 6 décembre. Elle a été prise quelques jours plus tôt à Moscou, puisque le journaliste américain était une nouvelle fois de passage dans la capitale russe. C'est une interview qui dure environ 1h20, un petit peu moins d'1 heure et demie. J'ai retenu quelques éléments que je vais vous donner qui me semblent les points saillants finalement des propos du ministre russe des Affaires étrangères. D'abord, Sergei Lavrov a réaffirmé que ni la Russie ni les États-Unis n'étaient en guerre entre eux. Il a également réaffirmé ce qu'on a entendu de la part de Vladimir Poutine à de maintes reprises ces dernières années, à savoir que les Ukrainiens étaient comme des, je cite, hein, comme des frères et des sœurs pour le peuple russe. Il fait référence là aux nombreuses relations, j'allais dire, personnelles qu'entretiennent des Russes avec des Ukrainiens, des relations familiales, des relations, j'allais dire, amicales, des relations assez denses en réalité, mais qui ont été enfin, profondément distendues, et c'est peu de le dire, depuis février 2022. Il est revenu sur le tir du missile Areshnik en expliquant que c'était un signal. Et donc là, on peut imaginer évidemment qu'il fait référence à cette pratique du signalement nucléaire, d'une part, et d'autre part que c'était une réponse comme les Russes l'ont indiqué, à l'emploi par les Ukrainiens de missiles américains de longue portée contre le territoire russe. D'ailleurs, depuis ce tir de missile Alechnik qui a eu lieu maintenant il y a presque 3 semaines, il n'y avait pas plus eu d'emploi de ATACMS contre le territoire russe. Alors, je n'y avais plus eu parce qu'il y a 48 heures ou 3 jours, je ne sais plus, des Ukrainiens ont tiré des ATACMS contre un aérodrome à Taganrog, hein, sur la mer d'une petite ville russe sur la mer d'Azov. Et par conséquent, on pourrait s'attendre à une réplique de la Russie avec un nouvel emploi de ce tir, de ce missile
Alechnik. Monsieur Lavrov a aussi expliqué que le conflit en Ukraine ne peut être, pourrait être résolu pacifiquement si Kiev refuse officiellement d'adhérer à l'OTAN et ferme les bases militaires occidentales sur son territoire. Donc ça, c'est évidemment la référence à la neutralité de l'Ukraine exigée par le Kremlin, un retour au statut hors bloc. Et on se souvient que dans les textes qui avaient été soumis sous forme d'ultimatum par les Russes aux Américains et à l'OTAN en 2021, enfin en décembre 2021, eh bien, il était clairement inscrit qu'il devait renoncer à tout déploiement de troupes, que ce soit sur une base permanente ou sur une base ponctuelle en Ukraine, donc dans le cadre de ces documents qui avaient été proposés par les Russes. Et puis, il a évoqué les sanctions, puisqu'il a dit que nombreux sont ceux en Russie qui voudraient faire de la levée des sanctions une condition pour la paix. Mais selon lui, la Russie vit avec ses sanctions, enfin plus la Russie vit avec ses sanctions, plus, je cite Lavrov, nous nous rendons compte qu'il vaut mieux compter sur nous-mêmes. Fin de citation. Autrement dit, est-ce qu'il y a un peu de fatalisme? Est-ce qu'il y a une prise en compte d'une réalité qui a vocation à durer, que les sanctions, dans leur entièreté, ou en tout cas une grande partie, ont vocation à perdurer au-delà du cessez-le-feu? C'est pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens en Russie peut-être qui souhaiteraient évidemment qu'elles soient entièrement levées. D'ailleurs, Vladimir Poutine ça a fait partie cet été, a rappelé que la levée des sanctions faisait partie des conditions qu'il avait posées pour conclure un cessez-le-feu. Mais on comprend que c'est une position de négociation de base et que peut-être certaines sanctions vont être levées, certaines seront peut-être réaménagées, modulées, mais que d'autres vont certainement perdurer. Tout reste évidemment à voir dans le cadre du processus qui doit conduire à un cessez-le-feu. Alors justement, il y a eu une réunion à Paris en marge de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame en fin de semaine dernière où Emmanuel Macron donc a reçu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Donald Trump, qui avait fait le déplacement à Paris pour l'ouverture de Notre-Dame. Alors donc, Emmanuel Macron a réuni ces présidents ukrainiens et le président américain pour des discussions. Alors Trump, le jour même, avait posté sur X un tweet, enfin un post selon lequel, enfin dans lequel il appelle à un cessez-le-feu immédiat et sans condition en Ukraine. On ne sait pas, enfin, hormis les, comment dirais-je, les déclarations qui ont été faites après, j'allais dire officielles, hein, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais lorsqu'on regarde les développements depuis quelques jours, suite à cette rencontre, on a l'impression que ça s'est pas forcément très bien passé, puisque Volodymyr Zelensky semble désormais essayer de vraiment se rapprocher de l'administration Biden et de remettre sur la table le sujet de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN avant que l'administration Biden quitte les fonctions le 20 janvier. Il a encore, j'allais dire, évolué sur cette position-là en expliquant que il était prêt à accepter des garanties de sécurité de l'OTAN sur le territoire ukrainien contrôlé par Kiev et non pas sur l'entièreté du territoire ukrainien, puisque 20% du territoire ukrainien échappe au contrôle des Ukrainiens. Autrement dit, ce serait un modèle, bon an, mal an, qui se rapprocherait de ce qu'a connu, par exemple, l'Allemagne de l'Ouest, qui a intégré l'OTAN pendant que l'Allemagne de l'Est était sous contrôle soviétique pendant des décennies, et avec ensuite la réunification et le fait que l'Allemagne, dans son entièreté, a rejoint l'OTAN. Bon. Mais c'est un scénario qui paraît quand même peu probable, parce que à la fois Joe Biden, mais a fortiori Donald Trump, et même le chancelier Scholz, ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas favorables à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Alors, Emmanuel Macron a poursuivi, je vais dire, sa tentative de médiation en étant en Pologne aujourd'hui, puisqu'il a rencontré le Premier ministre, Monsieur Tusk, Premier ministre polonais. Et alors j'ai écouté la conférence de presse entre les deux hommes, et du côté de Emmanuel Macron, il y avait deux messages principaux. C'était un, que la paix en Ukraine ne peut se faire sur le dos des Ukrainiens. Autrement dit, il faut que l'Ukraine soit associée directement à la conclusion des hostilités. Et d'autre part, que la sécurité de l'Europe ne peut pas se décider dans le dos des Européens. Et dans les deux cas, c'est un message entre les lignes qui est adressé à Trump, puisque lui, on suspecte quand même de vouloir aller assez vite après le 20 janvier pour parvenir à un cessez-le-feu. Et donc, évidemment, c'est les modalités de cette mission qui posent problème, évidemment, à Zelensky, mais aussi aux Européens. Alors, Emmanuel Macron était venu travailler avec Donald Tusk sur l'hypothèse de constituer une mission de maintien de la paix européenne. Ça veut dire qu'une fois que les hostilités auront cessé, on prépare un petit peu déjà à l'après,
Eh bien, l'idée serait de déployer des troupes européennes. Pour l'instant, il n'est pas question de mandat de l'ONU, on ne parle pas de mandat de l'ONU, on parle de troupes de mission d'interposition européenne, et donc il était venu voir si jamais la Pologne, qui s'est engagée dans des dépenses militaires substantielles, qui dépense pratiquement 3% de son PIB ou 2,5% de son PIB pour sa défense, qui a passé des milliards de dollars de commandes d'armement, notamment au complexe militaire-industriel américain, bref, que la Pologne soit impliquée dans ce processus-là et qu'elle déploie des hommes en tant qu'État en plus voisin direct de l'Ukraine. Mais on a compris tout à l'heure que M. Tusk n'a pas été visiblement séduit par ce projet, puisqu'il a fait une déclaration indiquant que la Pologne n'enverrait pas de troupes, même après le cessez-le-feu. Donc pour l'instant, en fait, depuis ce week-end, en dépit de déclarations, une forme d'ébullition sur les réseaux sociaux ailleurs, concrètement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Du côté de l'administration américaine, le seul signal qu'on a eu ce week-end, alors l'administration sortante, hein, Biden, eh bien, c'est qu'ils ont remis sur la pression, entre guillemets, sur Volodymyr Zelensky pour qu'il abaisse l'âge de la mobilisation à 18 ans. Et l'administration américaine sortante a promis d'équiper de la tête aux pieds les nouvelles unités ukrainiennes composées des nouvelles recrues levées, hein, donc entre 18 et 25 ans. Ce à quoi M. Zelensky a répliqué qu'avant de songer à lever de nouvelles recrues, il fallait déjà équiper les unités existantes, qui ne sont pas suffisamment bien équipées. Donc on voit qu'il y a toujours des tiraillements, qu'il n'y a pas de consensus pour des raisons de politique intérieure en Ukraine qui font que, pour l'instant, Zelensky visiblement se refuse à remettre sur la table ce projet de loi abaissant l'âge de la retraite de 25 à 18 ans. Du côté de la Russie, on a relevé deux déclarations intéressantes ces derniers jours. D'abord, une du chef du SVR, hein, le service de renseignement extérieur, M. Narishkin, qui a accordé un long entretien à un journal qui s'appelle Razvedchik, et dans lequel il explique que la Russie, selon lui, est proche d'atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale, notamment du fait que, selon lui et selon ses informations, eh bien, l'armée ukrainienne serait proche de l'effondrement et que par conséquent, on s'approcherait du moment où ces objectifs seraient réalisés, à savoir la démilitarisation en premier lieu. Il y en a un qui a fait écho à ces déclarations, c'est M. Peskov, porte-parole du Kremlin, qui a indiqué mardi que les objectifs pourraient être atteints aussi bien par des moyens militaires que par des moyens diplomatique. Alors, ce qui a mis un peu en émoi la communauté Z sur les réseaux sociaux, qui s'est dit il faut se préparer à, j'allais dire, à Dagavarniak, hein, c'est-à-dire à ce qu'on s'entende dans notre dos sur la paix et que le travail ne soit pas terminé, entre guillemets. Euh, mais M. Peskov a quand même pris soin de préciser à ce stade, aucun processus diplomatique n'était à l'œuvre et que par conséquent, ça restait avant tout l'option militaire, même si Moscou rappelle régulièrement, par la voix de M. Peskov, de M. Lavrov et même de M. Poutine, que la Russie est disposée à négocier, que les conditions sont connues et qu'il faut prendre en compte la réalité du terrain. Encore deux nouvelles, d'abord une qui vient de l'OSCE, puisqu'un envoyé spécial pour l'Ukraine, un poste d'envoyé spécial pour l'Ukraine a été créé. Et c'est un diplomate tchèque qui va occuper cette fonction. D'après l'OSCE, cette fonction a été réactivée, enfin créée. Elle vise à préparer l'Ukraine à une future adhésion à l'Union européenne d'une part et potentiellement à l'OTAN d'autre part. Mais surtout, c'est aussi potentiellement une préparation pour que l'OSCE joue le rôle d'observateur, je veux dire, technique en cas justement de cessez-le-feu pour observer ce qui se passe, observer une éventuelle future ligne de délimitation, de démarcation. L'OSCE, je rappelle, a été présente dans le Donbass entre 2014 et 2022 justement pour surveiller cette ligne de contact entre les séparatistes d'un côté et les forces ukrainiennes de l'autre. Alors visiblement, l'OSCE se prépare à une potentielle nouvelle mission en Ukraine. Et puis la dernière nouvelle, c'est une nouvelle du P5, c'est-à-dire les cinq puissances nucléaires dotées, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui se sont rencontrés, en tout cas des membres, des experts de ces pays se sont rencontrés discrètement à Dubaï il y a une dizaine de jours. On l'a appris seulement avant-hier, à l'initiative de la partie chinoise, qui a la présidence tournante de ce format, hein, pour discuter donc de nucléaire et discuter notamment de doctrine nucléaire. Visiblement, il y avait une réunion avec pour objectif une clarification sur les aspects liés à la doctrine nucléaire. Et là, on peut tout de suite que penser à la publication de la nouvelle doctrine nucléaire russe il y a maintenant 3 semaines, dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. Et ce qui a permis à des experts, alors on dit des experts, mais en règle générale, sur ce type de réunion, ce sont des diplomates de haut rang, qui sont censés se rencontrer. Alors là, on ne sait pas
à quel niveau cela s'est tenu, hein, mais en tout cas, cela a eu lieu à Dubaï, donc dans le Golfe, pour évoquer les questions liées aux doctrines nucléaires. Et là, l'enjeu, finalement, c'est des clarifications pour éviter des malentendus, voire des erreurs de calcul qui peuvent devenir évidemment gravissimes. Voilà, je m'arrête là pour l'actualité qui était effectivement assez dense. Merci beaucoup, Igor. C'était très intéressant. L'actualité est riche, bien évidemment, avec notamment l'avenue du président Trump à Paris. Euh, mais nous avons aussi une information intérieure, enfin des nouvelles intérieures. Donc on te laisse, je te donne la parole pour nous parler un petit peu d'économie, de politique intérieure et de ce qui te fait plaisir, Arnaud. Merci beaucoup, Président. Bonjour à tous. Ce qui me fait le plaisir, c'est d'être avec vous et d'avoir l'occasion de m'exprimer sur la Russie. Une actualité économique et politique intérieure moins fournie aujourd'hui que ces dernières semaines. Néanmoins, quelques brèves, entre guillemets. D'abord, le 15e paquet de sanctions de l'Union européenne qui est acté. Il sera officiellement promulgué prochainement. Les ambassadeurs auprès de l'Union européenne sont mis d'accord sur des mesures qui visent notamment les navires des pays tiers qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie, ce qu'on appelle la flotte de l'ombre. De nouvelles personnes physiques et morales seront ajoutées aux listes de sanctions. Eh ben, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a environ 2200 entités qui figurent sur ces listes européennes. Par ailleurs, les États-Unis, dit-on, réfléchiraient à un durcissement de certaines sanctions, là encore, à l'encontre du secteur pétrolier russe. Cela va un peu dans le sens de ce que disait Igor sur les livraisons d'armement. On sent que cette administration sortante, finalement, lève des tabous, en tout cas, a décidé in extremis, probablement à la demande de l'Ukraine et anticipant plutôt une administration Trump plus réticente. Elle a décidé de faire ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent et peut-être, en ce qui concerne le pétrole, donc des mesures plus dures. Pourquoi les Américains jusqu'ici avaient préféré ne pas le faire? Parce qu'ils pensaient que ça ferait monter les prix mondiaux du pétrole. Euh, donc à suivre, mais en tout cas, on voit que cette fin du mois de décembre sera marquée par une double vague de nouvelles sanctions européennes et américaines. Euh, le budget fédéral, j'en parle régulièrement, mais c'est un indicateur important en Russie. Pourquoi? Parce que cela nous donne une idée de la capacité de l'État russe à financer la guerre et à assurer ses obligations sociales. Eh bien, le budget de l'État sur les 11 premiers mois de l'année accuse un déficit de 0,2% du produit intérieur brut. D'importantes dépenses doivent avoir lieu en décembre, de sorte que le déficit devrait atteindre 1,7%. C'est un déficit, mais c'est un déficit, on le comprend, très contenu, très limité. Les recettes gazières, enfin pétrogazières et les recettes autres que celles tirées du secteur des hydrocarbures ont augmenté de façon égale, de 25% cette année. Et l'année prochaine, vous le savez, entrera en vigueur une réforme fiscale qui devrait accroître encore les moyens de l'État russe. Deux mots de commerce extérieur avec d'abord les échanges russo-chinois qui semblent atteindre un plateau. Sur les 11 premiers mois de l'année, on voit une croissance, mais une croissance limitée à 2%, alors qu'on était à 40% en 2000, plus 40% en 2022, plus 26% en 2023. Alors, on atteint tout de même 222 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année, mais on voit des tendances négatives dans certains secteurs en tout cas. Les exportations chinoises qui ont reculé de 10% en octobre, entre autres choses le charbon russe qui baisse également. Il semblerait qu'il y ait toujours des problèmes de paiements internationaux non résolus, plus des prix de logistique en hausse. Donc une tendance qui reste assez impressionnante, hein, si on prend un peu de recul, mais le commerce russo-chinois, encore une fois, semble plafonner. Quelques mots d'un contrat maintenant entre la Russie et l'Inde, un contrat très significatif qui porte sur le secteur pétrolier.
Rosneft, qui est la grande compagnie d'État russe, a annoncé la signature d'un contrat de 10 ans avec une compagnie privée indienne, Reliance, qui détient la plus grande raffinerie d'Inde. Je parle de ce contrat, ce que je fais rarement lors de nos briefings, parce que il porte sur la livraison de 500 000 barils par jour. Ça représente tout de même 0,5% des ventes mondiales. Ça représente 13 milliards de dollars par an au cours actuel, et donc sur 10 ans. Et donc on voit qu'il y a une structuration, une pérennisation de ces livraisons de brut russe à l'Inde qui ont littéralement explosé depuis 2022. Donc c'est quelque chose qui désormais s'inscrit dans la durée et cette nouvelle a été annoncée à quelques jours de la visite de Vladimir Poutine en Inde. Donc il doit s'y rendre à la fin du mois de décembre. Un mot de Sber, la plus grande banque de Russie, qui a annoncé des bénéfices d'environ 14 milliards d'euros sur les 11 premiers mois de l'année. Là encore, une hausse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu le patron de Sber, Monsieur Greff, ancien ministre de l'économie, aux côtés de Vladimir Poutine lors du forum consacré à l'intelligence artificielle. Ça veut dire donc non seulement Sber est en forme, mais son président est toujours dans les petits papiers du Kremlin et du chef de l'État. Enfin, puisqu'on parle du chef de l'État et des capitaines d'industrie, on a appris juste avant ce briefing que le président russe irait au RSPP, c'est-à-dire l'équivalent du MEDEF russe, pour y rencontrer justement les principaux acteurs de l'économie russe. Quelques brèves de politique et de sociétale, un vote de la Douma d'État qui fait couler pas mal d'encre ici, puisque la Chambre basse du Parlement russe a voté une loi qui interdit la scolarisation des enfants d'immigrés qui ne passeraient pas les tests de russe. Ça a été voté, je crois, à 409 voix sur 450, malgré certaines réserves, voilà, au sein de la société, au sein même parfois des personnes qui, au sein du pouvoir, travaille sur ces questions. Le président Poutine, qui a par ailleurs créé un conseil aux questions démographiques, on voit la préoccupation persistante que constitue la démographie pour le chef de l'État. Il a nommé à la tête de ce conseil Madame Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, c'est-à-dire le Sénat, la Chambre haute du Parlement russe. Vladimir Poutine s'est par ailleurs dit favorable à une extension des jurés populaires. C'est intéressant parce que jusqu'ici, cette pratique est plutôt limitée pour différentes raisons, des raisons pratiques, des raisons financières, mais aussi parce que l'expérience montre, en tout cas au cours des années 2000-2010, que les jurés, les verdicts rendus par les jurés dans les affaires criminelles en particulier, sont beaucoup moins sévères que ceux rendus par les juges professionnels. Les descentes dans les clubs LGBT de la capitale et d'autres villes de province se sont poursuivies ces derniers jours, samedi et dimanche dernier, à Saint-Pétersbourg notamment. Et enfin, Vladimir Poutine a annoncé le remplacement du gouverneur de la région de Koursk, M. Smirnov, qui était en poste depuis quelques mois seulement. Il avait remplacé M. Starovoyt, appelé au gouvernement au mois de mai. M. Smirnov avait été triomphalement élu en septembre, mais à l'évidence, le Kremlin n'était pas satisfait de son action et donc, à la surprise générale, il a été éconduit et remplacé par M. Feinstein, qui est une personnalité assez connue en Russie, assez médiatique, député à la Douma d'État, réputé proche du ministère de l'Intérieur, un politique assez jeune, mais qui a fait de la politique, je vais dire, à la grande époque de la politique en Russie, c'est-à-dire dans les années 90. Une personnalité assez charismatique, assez controversée aussi, qui a déjà pris ses fonctions et qui a annoncé une campagne anticorruption, qui est allé rencontrer les réfugiés. Donc voilà, il faut croire que les choses se passaient mal parce qu'on sait que le Kremlin est toujours très réticent à ce type de décision, de changement un peu impromptu. En tout cas, on va voir si M. Reinstein fait mieux que son prédécesseur dans cette région de Koursk, où les combats se poursuivent de façon très intense entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Merci beaucoup, Arnaud.
Euh, une petite précision sur la visite du président Poutine au RSPP, donc le MEDEF russe. Il le fait tous les ans. Euh, Oui, mais je crois qu'il y avait eu malgré tout une pause justement en 2022 jusqu'à l'été 2023. Mais en tout cas, l'année dernière, ça avait été renouvelé. Ce format avait été renouvelé. ouais. Et il avait lieu auparavant aussi. Mais Et c'est bon, c'est un rendez-vous annuel qui permet alors, aux grands capitaines d'industrie russes, aux oligarques russes, de faire passer des messages publiquement et collectivement, ce qui est ouais, plutôt rare, et au président d'envoyer des signaux ou au contraire de se taire sur certains sujets. ouais. Nous avons quelques questions en tout cas, et il y en a une qui te concerne, Igor, de quelqu'un qui nous dit quel dommage que tu ne nous aies pas parlé de Syrie. Euh, et je comprends que c'est un sujet aussi compliqué, mais cette personne aimerait bien savoir quel est l'avenir des bases russes en Syrie. Alors, la pérennité de ces bases est menacée, hein. Ces bases sont vulnérables aujourd'hui. Elles sont dans un pays qui a un gouvernement avec des nouvelles autorités autoproclamées qui ou vont essayer visiblement de structurer un gouvernement. Mais ces nouvelles autorités ont fait savoir que ne considéraient pas cette présence russe comme une présence ennemie, en tout cas pas à ce stade, et que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ces bases n'ont pas eu à subir ni d'attaque, ni d'assaut, ni autre chose. Les bateaux russes qui étaient à Tartous se sont éloignés de la rade, effectivement, entre le 6 et le 10, ou peut-être le 11 décembre, enfin quelques jours. Très certainement le temps de voir un peu la tournure que prendraient les événements à terre, hein, évidemment, prendre un petit peu le large. Alors, ils sont pas allés très loin, les bateaux sont allés juste au large de la rade, je vais dire à quelques kilomètres, hein, ils sont pas fuis. Et ensuite, ils ont conservé cette distance le temps que l'aviation israélienne détruise la flotte syrienne, hein, qui était, alors c'est une flottille en réalité, hein, c'est des petits patrouilleurs, des petits vaisseaux, mais l'armée israélienne a bombardé assez intensément ces derniers jours tous les sites militaires syriens, en détruisant le maximum possible de matériel militaire qui appartenait à l'armée syrienne auparavant, dont cette flottille, afin que tout ce matériel ne tombe pas entre les mains des djihadistes et en tout cas qu'il ne se retrouve peut-être pas un jour à être utilisé contre Israël. Donc ces bateaux se sont éloignés pour cela. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ces bases? On sait que pour l'instant les Russes ont ouvert des canaux de discussion avec ces nouvelles autorités, que vont essayer évidemment de conserver ces emprises militaires qui sont très importantes pour la projection de puissance et d'influence russe au Moyen-Orient et en Afrique. Euh, Ils vont essayer, à mon avis, de voir dans quelle mesure elles peuvent être préservées dans le cadre d'un accord avec ces autorités. Alors, est-ce que c'est un accord qui, sur la forme, octroiera aux Russes une forme de protectorat militaire sur une partie des côtes syriennes, un peu sur la forme du protectorat militaire que les Américains ont de facto établi sur la partie orientale du pays avec les Kurdes comme proxy? Ça me paraît peu probable pour les Russes, ça c'est un peu le scénario maximum. Est-ce qu'ils vont réussir à les conserver indépendamment finalement de la forme politique que vont exercer ces nouvelles autorités sur le pays et qui vont s'accommoder de cette présence russe? C'est pas impossible. Moi, j'exclus pas qu'ils conservent ses bases sur le court, voire le moyen terme. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs régionaux qui sont intéressés par le maintien de cette présence russe dans la région. Je pense que les Israéliens sont pas nécessairement contre, parce que ça fait contrepoids au grand gagnant de toute cette affaire qui est la Turquie. Je pense que les Arabes du Golfe, à part le Qatar, sont pas nécessairement non plus opposés à ce que les Russes restent, parce que là aussi, ça permet de faire contrepoids à la Turquie, qui a vraiment remporté cette partie haut la main. Donc il y a des éléments, voilà, objectifs qui plaident plutôt en la faveur du maintien de ces bases, mais la situation est tellement volatile en ce moment qu'on tient d'autre part la priorité de ces djihadistes, cette opposition armée ou de ces terroristes, quel que soit comme on les appelle. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement les Russes, une fois de plus, ils ont d'autres problèmes déjà de s'entendre entre eux. Il n'est pas impossible qu'ils se mettent désormais entre eux à se battre pour le pouvoir, pour l'accès aux ressources qui sont maigres, pour l'accès aux armements qui vont être trouvés sur place qui sont maigres. Et, principal problème aujourd'hui, j'allais dire le premier principal ennemi, ça reste quand même les Kurdes qui sont soutenus par les Américains.
Et le deuxième problème, c'est la présence israélienne au sud, puisque les Israéliens ont préempté quand même beaucoup de territoires dans le sud de la Syrie, ont annexé totalement le Golan, et certains disent même qu'ils sont allés un petit peu plus loin. Donc finalement, les Russes dans cette histoire-là, ils sont un petit peu sur le côté. C'est pas nécessairement, me semble-t-il, le principal sujet à ce stade pour ces nouvelles autorités. Voilà, à suivre. Ont-ils été surpris par la chute de Bachar el-Assad? Ah, mais je pense que tout le monde a été surpris. Je pense que même les Turcs, qui sont quand même un peu même beaucoup les maîtres d'œuvre en coulisses de toute cette affaire, s'attendaient pas à ce que Bachar el-Assad, enfin que son armée s'effondre aussi rapidement et que lui prenne ses jambes à son cou. Je suspecte même qu'il y ait eu une entente en amont entre les Russes, les Turcs et d'une certaine manière les Iraniens pour mettre la pression sur Bachar el-Assad avec avec la perte, par exemple, d'Alep ou de nouveaux territoires dans le nord de la Syrie, de sorte à ce qu'il soit un peu plus accommodant dans les négociations que les Russes essayaient de tenir entre Ankara et Damas. Sauf qu'en réalité, le processus, une fois lancé, s'est enclenché, ça a été l'effet domino. L'armée syrienne s'est pas battue, a été démoralisée, aucune envie de se battre. Je crois même que les soldats n'étaient plus payés, en fait, hein, depuis très longtemps. Et par conséquent, bien qu'étant bien plus supérieurs en nombre, il y avait un rapport de 1 à 6, si c'est pas de 1 à 8, ils sont tout simplement partis parce qu'ils n'avaient aucune, de leur point de vue, bonne raison de se battre. Et ce qui a ouvert la voie aux djihadistes. Et même les Turcs s'attendaient pas, une fois de plus, au départ. Erdogan, 2 jours avant la chute de Damas, Erdogan, dans une prise de parole publique, dit qu'il souhaite une marche victorieuse à ses supplétifs sur Damas. Donc c'est le feu vert pour dire on va prendre Damas. Mais auparavant, ce n'était pas forcément partie du projet. Et je pense que pour les Iraniens, l'idée, c'était effectivement de mettre un coup de pression sur Assad, mais eux-mêmes n'imaginaient pas que ça irait nécessairement aussi loin et aussi vite. Jeter un mot, Arnaud? Oui, je vais simplement faire la pub d'Igor, puisqu'il ne le fait pas par modestie sans doute. Igor a répondu à 3 questions de l'Observatoire, donc vous pouvez trouver son analyse écrite, ainsi que ses réponses à la presse française sur notre site www.obsfr.ru. Et je vous conseille de les lire parce qu'elles sont excellentes, comme tout ce que fait Igor et Arnaud, bien sûr. Euh, on a une question qui va te concerner. Euh, Quels sont les leviers qui permettraient de faire baisser l'inflation en Russie? Alors, la personne nous affirme que la Banque centrale va augmenter son taux directeur la semaine prochaine de entre 23 et 24%. C'est en tout cas la rumeur, je ne sais pas, c'est pas encore décidé, mais c'est la rumeur, avant que ça ne baisse en 2025. Mais quels sont les leviers, à ton avis, Arnaud, qui permettraient de faire baisser l'inflation? Si je le savais, je proposerais mes services immédiatement au gouvernement russe et je serais probablement très riche, puisque beaucoup de gens en Russie souhaitent Tentons. faire baisser l'inflation. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Et surtout dans un contexte d'impulsion budgétaire durable. C'est-à-dire que l'inflation en Russie, elle vient d'une dépense publique euh, qui est en hausse. Et cet effort va se poursuivre, puisque, en tout cas, il est inscrit dans le budget 2025. Donc l'État injecte de l'argent dans le secteur de la défense, mais pas seulement, dans beaucoup d'autres domaines. Les salaires réels nominaux et réels augmentent dans un contexte de manque de main-d'œuvre. Donc tout concourt à tirer l'inflation vers le haut. Euh, alors les taux d'intérêt sont un outil parmi d'autres. Le problème, en tout cas c'est ce que disent beaucoup d'acteurs industriels mais également des PME, hein, c'est que le remède risque de tuer le malade. En d'autres termes, les effets secondaires du traitement par la hausse du taux directeur a des conséquences importante, alors même que l'inflation n'est toujours pas jugulée. Donc, alors, Madame Nebula a dit que si elle n'avait pas relevé les taux, ce serait encore pire. C'est peut-être vrai. Mais à suivre. En tout cas, la semaine prochaine, effectivement, il y a une réunion des directeurs. Certains pensent, Monsieur Costil en a parlé, le président de VTB, il anticipe une hausse des taux. On voit quand même une levée de bouclier très forte. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, donc ça m'a donné l'occasion d'y revenir. Mais Monsieur Greff qui pourtant a été proche de Madame Nabulina. Hein. Madame Nabulina était un peu la protégée de Monsieur Greff il y a une vingtaine d'années. C'est elle qui lui a succédé au ministère de l'économie. Il a eu des mots très durs contre la politique de la Banque centrale.
en disant qu'elle franchissait toutes les bornes. Enfin, c'est quelque chose de très inhabituel dans les milieux économiques moscovites. Euh, euh, on voit que le secteur du bâtiment est pratiquement à l'arrêt, que beaucoup je le disais précédemment, d'entreprises, de PME, mais les ménages également, voient leur retraite augmenter parce que, je le rappelle, en Russie, vous souscrivez théoriquement un taux fixe, mais en réalité, dès qu'il y a un relèvement, il y a des clauses qui sont activées, et de fait, les hausses de taux directeurs sont répercutées sur l'encours des prêts. Donc, il y a beaucoup d'entreprises et de ménages qui sont confrontés du jour au lendemain, pratiquement, à une augmentation de leur remboursement enfin, extrêmement sensible. On me rapportait récemment voilà, une histoire d'une grande société. Alors, c'est pas partie du top 10, mais quand même une grande société régionale de BTP qui est en liquidation, qui vend ses matériels simplement parce qu'elle ne peut pas faire face à des taux de 27 ou de 28%. Et des sociétés comme ça, il y en a beaucoup dans différents secteurs. Donc, il n'y a pas de, je crains qu'à court terme, il n'y ait pas vraiment de recettes. Alors, tout passe, y compris l'inflation. Ce qui est anticipé, c'est qu'à partir effectivement du printemps prochain et de l'été prochain, les choses devraient se refluer. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est toujours sur une phase ascendante. L'inflation en rythme annuel était, je crois, à 8,6 contre 8,3 il y a quelques semaines. Donc, on est toujours sur cette phase ascendante. Le pic d'inflation n'a pas été atteint, ce qui devrait logiquement conduire Mme Nabiulina à annoncer une hausse du taux, d'autant plus qu'elle bénéficie apparemment encore du soutien du Kremlin et du gouvernement, du ministre des Finances. Euh, mais cette position, cette politique n'est pas tenable très longtemps. S'il n'y a pas de résultat à la suite de la hausse des taux, il va y avoir, je pense, des remises en cause et plus virulentes encore de Madame Niabulina, de sa politique. Donc, on en est là. Donc, fait partie des signaux inquiétants. Et en même temps, malgré les taux à 25, 26, 27, l'activité, de façon générale, n'est pas à l'arrêt. La croissance va ralentir, elle est en train de ralentir, mais le terme de stagflation que l'on rencontre souvent dans les commentaires occidentaux ne paraît pas très approprié. Ça fait une belle formule, mais c'est contestable parce que la Russie devrait faire 2,5% de croissance l'année prochaine et probablement 5% d'inflation. On est quand même loin de la récession et loin des taux d'inflation du Zimbabwe, par exemple. Le, c'est une bonne comparaison, Arnaud. On a une question pour toi, Igor, qu'on a reçue via notre hotline. Qu'en est-il des tensions entre l'Abkhazie et la Russie? Et y a-t-il eu vraiment des coupures de courant en raison de la perte des subventions russes? Et après, nous passerons la parole à Anna. Alors, les coupures de courant, je n'en sais rien. La situation, c'est que le projet de loi qui était litigieux et qui a mis le feu aux poudres a été retiré en fait par les autorités abkhazes. Donc sur l'accès à la propriété immobilière pour les Russes sur la côte abkhaze, Arnaud avait fait une explication assez détaillée il y a 15 jours de ça ou 3 semaines sur ce sujet-là, quand il y avait des émeutes à Soukoumi avec le palais présidentiel qui était quasiment pris d'assaut en fait par les émeutiers, les manifestants. Donc ce projet a été retiré. C'est vrai qu'on a tendance à l'analyser surtout en Occident à travers le prisme d'une nouvelle défaite pour la Russie ou d'un affaiblissement de la Russie. Mais une fois de plus, comme l'avait expliqué Arnaud, c'est avant tout un sujet abkhazo-abkhaze, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas que leur côte soit bétonnée par des riches propriétaires russes qui vont préempter du littoral, construire des piscines, des choses comme ça. L'Abkhazie reste une destination touristique extrêmement populaire chez les Russes, mais elle l'était à l'époque de l'Union soviétique. Hein. Il était toujours, les Russes allaient régulièrement faire du camping ou aller comment dirais-je, se prélasser sur la Riviera abkhaze. Bon, ça reste une destination qui est très populaire parmi les Russes parce que c'est pas nécessairement une destination d'ailleurs très chère par rapport notamment à ce qui se fait à Sochi, à quelques dizaines de kilomètres au nord, où là, il y a des prix des hôtels ont vraiment flambé.
Là, en Abkhazie, bon, ça reste un peu plus accessible en termes de tarifs. Donc ça pour dire que le sujet, pour l'instant, semble s'être tassé en quelque sorte. Euh, voilà, je n'ai pas vu passer de beaucoup de choses de plus. Merci Igor, tu veux rajouter un petit mot, Oui, effectivement, il y Arnaud? a eu des coupures d'électricité. D'ailleurs, il y en a toujours. Il semblerait que ce soit lié en fait au niveau d'eau sur un barrage de la centrale qui en Abkhazie alimente ça. Donc, ce n'est pas une. Pour autant que je le sache, on va suivre le sujet, mais ce n'est pas la Russie qui aurait coupé l'électricité, mais un problème lié au niveau d'eau sur un barrage en Abkhazie. Bon, merci. Le, on va passer la parole maintenant à Anne, et on va terminer ce Zoom avec Anne. Anne qui va rentrer en France ce soir, Cette nuit. euh, cette nuit, pardon, Oui, pour rejoindre sa famille et fêter Noël en famille. absolument. Mais Anne, avant de partir, va nous faire nous dire quelques mots sur les séries russes auxquelles elle est attachée. Au cas où je suis attaché, mais je ne sais pas, mais en tout cas que je regarde. Alors, il y a très très bonnes séries, mais qui sont à part, je dirais, la masse des séries russes. C'est pas de celle-là que je veux vous parler. Je veux vous parler de ces séries qui n'encombrent pas la cervelle, qu'on regarde quand on n'en peut plus de l'actualité, quand on ne peut plus voir un livre en peinture, soit pour se détendre, soit pour achever de s'abrutir. Amour, gloire et beauté. Par exemple, c'est un petit peu différent. Alors, ce sont des séries dont le lendemain, vous avez oublié le titre. C'est vous dire que, bon, mais vous avez passé un moment un peu ailleurs. Euh, on retient, on a l'impression qu'on a vu qu'une série parce que il y a beaucoup de points communs, ils se ressemblent souvent et sur le sujet et sur les personnages. Par ailleurs, lorsqu'il est question de richissimes Russes, mais je crois qu'ils doivent avoir dans leur décor trois ou quatre maisons, grandes maisons, belles maisons avec des parcs, parce on a l'impression de voir toujours les mêmes. Euh, en revanche, on retient des grandes lignes. Si on retient pas les titres, on retient des grandes lignes qui en disent, à mon avis, beaucoup sur la société, son évolution et ce qu'elle pense et ses problèmes. Alors, je commencerai par dire, parce que c'est un petit peu à part, qu'en général, on a de très très bons acteurs. C'est vraiment la, la plus bête série, la plus est regardable parce que les acteurs sont en général excellents. J'aurais une mention spéciale pour les enfants. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à faire jouer les enfants de cette façon. Des enfants de 5 6 ans qui sont pas cabotins, qui sont excellents, d'un naturel. Il travaille 12 heures par jour. C'est ça, au Knut. Mais et puis alors une mention spéciale aussi à côté des enfants pour les vieilles femmes. Il y a des personnages de baboucherie qui sont ou de belles-mères, mais vieilles, moches, grosses, mais qui ont un bon, méchant, pas toujours, quelquefois elles sont gentilles aussi, mais qui ont un punch absolument extraordinaire et Tu qui nous jouent. donnes envie de voir les séries. Vieille, moche. Mais c'est incroyable. Et je pense souvent quand je vois une de ces actrices, aux actrices occidentales, notamment françaises, qui se plaignent qu'à partir de 50 ans, elles sont plus un rôle. Eh ben là, il y a des tas de rôles pour des femmes qui ont 70, 80 ans. Bon, la seule différence peut-être avec les actrices occidentales, c'est que elles acceptent leur âge. Mais il y a franchement des choses extraordinaires. Alors, la question des femmes, puisqu'on a abordé les actrices, évidemment, elle est très différente de ce qui se dit et ce qui se passe en Occident sur le sujet, on s'en doute. Il y a pourtant il y a beaucoup de choses sur les femmes dans ces séries, et il y a le type de la femme émancipée. Alors le type de la femme émancipée, c'est pas celle qui va aller hurler contre les hommes, c'est pas celle qui va s'habiller en jean troué ou je ne sais quoi. Ses maîtres mots sont élégance, carrière, fitness. Quand elle n'est pas au bureau pour faire carrière, elle est au fitness. Elle est souvent célibataire, pas toujours, mais quand elle l'est, c'est un choix.
et même mariée, elle ne veut pas d'enfant. Une des répliques qu'on entend le plus souvent, c'est justement ce type de femme qui dit à son mari ou à son amant, mais enfin, est-ce que tu me vois, moi, changer les couches? Et effectivement, quand on voit la longueur de ses ongles, quand on voit ses vêtements de marque, on se dit que non, on ne la voit pas changer les couches. Euh, alors, le comportement des hommes vis-à-vis de ces femmes, je trouve qu'il est lâche et éminemment contestable. En général, enfin, très souvent, eux veulent un enfant. Et comme leur épouse a très bien fait part de son choix, ben, ils prennent en douce une maîtresse pour avoir un enfant. Et la maîtresse, bien évidemment, fait croire qu'elle est enceinte après avoir dealé avec un médecin véreux qui lui fait une attestation comme quoi un certificat de grossesse. Alors la réaction de la légitime, en revanche, c'est divorce à condition que l'appartement du couple lui appartienne, qu'elle l'ait eu par sa famille, son père, ses parents, parce que là, il n'y a pas de problème, elle fait les valises du type et elle les met sur le palier et c'est terminé. Dans le cas contraire, si l'appartement lui appartient pas, c'est plus difficile pour elle. Mais la plupart décident de divorcer, demandent le divorce et commencent, pour celles qui n'ont pas d'appartement, une période difficile jusqu'au moment où l'ex légitime rencontre l'amour, le vrai. Et tout se termine systématiquement de façon à régler les problèmes démographiques de la Russie. Ça se termine toujours par un bébé ou une femme enceinte. Enfin, en tout cas, là, le problème semble en voie de se régler. Alors parfois, le mari, l'ex-mari, tente de récupérer la situation parce que finalement, il comprend, il met du temps, hein, il n'est pas très malin, que sa maîtresse l'a trompé complètement, que ce qu'elle voulait, c'était son fric et un appartement, qu'elle n'était pas plus enceinte que vous, messieurs, et moi actuellement. Donc, ça marche. Alors, ça marche ou ça marche pas. Quelquefois, ça marche pas la plupart du temps. L'ex-épouse préfère rester avec le nouveau, ce en quoi elle n'a pas tort, parce qu'il est souvent mieux d'une part. Mais quelquefois, il y a quelques séries où finalement elle lâche le nouveau pour revenir avec l'ancien. Et moi, en tant que spectatrice, je me dis, mais quelle idiote. Mais elle est vraiment bête ou quoi? Celui-là, il est beaucoup mieux que le précédent. Enfin bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Autre thème récurrent, l'opposition Moscou, la petite ville de province ou la campagne ou le village. Euh, les petites villes de province et les villages sont présentés dans toutes ces séries comme n'offrant aucune perspective. Donc, on a des personnages et souvent des jeunes femmes ou des femmes qui rêvent de partir à Moscou pour trouver soit du travail, soit trouver un mari et se sortir de ce trou où elles sont sans perspective. Alors là aussi, on voit un petit peu l'idée qui soutient le tout. Certaines, mais très peu, s'en sortent fort bien finalement. Par exemple, une jeune fille ou jeune femme ne trouve pas de travail alors qu'elle a fait des études dans sa province. Et finalement, bah, elle prend ce qui lui tombe sous la main, c'est-à-dire qu'elle devient femme de ménage ou nounou des enfants d'un ménage richissime, ou en tout cas très cossu. Et ça se termine très bien pour elle parce que le milliardaire ou quasi-milliardaire en question finit par liquider sa femme, enfin la liquider, c'est-à-dire il promener, il la tue pas forcément, hein, et par épouser la nounou de ses enfants. Alors ça, c'est vraiment idéal, c'est le rêve. On a le droit de rêver. Mais la plupart du temps, c'est l'échec, c'est une vie très dure, et elles se rendent compte que
bah, finalement, elles n'ont pas tellement plus de possibilités que dans leur campagne ou dans leur village. Et elles reviennent dans leur province assez dépitées, assez démoralisées. Et alors, il y a aussi quelque chose qu'on voit moins, mais qui est assez intéressant et assez... Alors là, vraiment, on est dans l'irréalisme absolu, c'est-à-dire des gens qui réussissent, des moscovites qui réussissent parfaitement, qui brusquement lâchent tout, plaquent tout, et vont s'installer dans la maison en bois, vraiment en ruine d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père, qui la répare, la restaure et qui s'installe là en faisant des petits métiers artisanaux et c'est le bonheur et c'est magnifique. Là encore, il y a des enfants. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a de très belles images de ces villages et de ces maisons et que c'est toujours l'été. Il y a toujours du soleil. J'ai jamais vu de neige dans ces villages où s'installent des gens de la ville. Ça, c'est pas fréquent. Ce qu'on a aussi, c'est beaucoup. Alors, je vous parlais des grands-mères qui étaient souvent de très bonnes actrices. On a aussi les belles-mères. Alors, les belles-mères, très souvent, elles sont, c'est aussi fitness, carrière, etc. Elles ont élevé leurs filles seules. Elles sont plus ou moins, quand elles ont des filles, elles sont plus ou moins concurrentes de leurs filles, ce qui pose des tas de problèmes. Et aussi, elles sont contre, en général, les potentielles belles-filles que leur ramène leur fils. Parce que les futures belles-filles, les potentielles belles-filles ne sont jamais assez bien, d'une part, et celles qui viennent de province en particulier. Parce que celles-là, il est bien évident qu'elles s'intéressent qu'à l'argent du fils et de sa famille, d'une part, et d'autre part, qu'elle ne s'intéresse qu'à l'appartement et à la plapisca, c'est-à-dire l'autorisation de résidence. Et ça se termine en général très mal pour les potentielles belles-filles qui ne le seront jamais. Autre thème très fréquent, les hôpitaux. Alors là, il y a un nombre incalculable de séries sur les hôpitaux. Il y en a même qui font 80 épisodes. Il y en a une série qui fait 80 épisodes, j'avoue que je suis pas allé au bout. Euh, les médecins, les infirmières. Alors là, deux, euh, on a deux cas de figure parmi les médecins. On a les requins, ce que j'appellerais les requins, parce que eux se fichent complètement des malades. Tout ce qu'ils veulent, c'est arriver à gagner beaucoup d'argent, à ouvrir une clinique privée, et puis c'est tout. Et puis il y a les autres qu'on pourrait appeler les saints, parce que eux, c'est vraiment la tradition russe à la Tchekhov, c'est-à-dire ceux qui se moquent de gagner de l'argent, qui sont là pour essayer de sauver les malades, etc. Ce que leurs femmes, très souvent, ne comprennent pas parce qu'elles sont bêtes et que elles finissent par les larguer pour épouser un requin. Une évolution récente, et c'est là-dessus que je m'arrêterai. Depuis à peu près un an, je suis frappé par la recrudescence de la violence dans les séries les plus récentes. Ça rappelle la violence qu'on trouve dans certains films américains. Euh, Vraiment une très très grande violence dans des films soi-disant soit de guerre, soit des films historiques. Par exemple, il y a un film qui est pas mal du tout, une série qui est pas mal du tout sur Stolypine, mais alors avec un accent mis sur les attentats terroristes, et Dieu sait que il y a eu droit et sa famille aussi, et ça devient, au bout d'un moment, ça devient vraiment tellement sanglant qu'on n'en peut plus. Dans ce cas-là, moi, j'écoute Mozart hein, ou je reprends un livre. Dernière chose, si vous voulez, si vous ne pouvez pas écouter, regarder ces séries en russe, en général, il y a des traductions possibles. Mais faites attention quand même, euh, tendez l'oreille, parce qu'on m'a raconté il n'y a pas très longtemps un film français dont l'action se passe au XVIIIe siècle, donc une personne de haut rang annonce au roi, je crois, de France, une très bonne nouvelle, et le roi répond en expliquant sa satisfaction, et ça avait été traduit par
le traducteur russe par super. Donc faites attention. Mais, mais merci beaucoup, Anne. Arnaud me demandait quand travaillais-tu? Parce que visiblement, tu regardes plus les séries que tu ne travailles. Pas bien sûr, mais Ouais. c'est normal. Oui, mais en tout cas, tu peux changer de job parce que tu serais une excellente scénariste et tu as beaucoup d'idées et vraiment on aime beaucoup. Il faut savoir que le film Le Comte de Monte-Cristo en Russie est un vrai succès. Il a déjà eu plus d'1 million d'entrées. Donc beaucoup de Russes ont vu ce film qui plaît beaucoup. Euh, Le comte mais Dumas, c'est un must. oui, ouais, oui, ils ont tous, comme avait fait remarquer le président de la première chaîne de télévision russe, et qui nous avait dit un jour qu'en Russie, nous ne sommes pas un homme si à 14 ans nous n'avons pas lu Les Trois Mousquetaires. Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, ils l'ont à peu près tous lu. Je ne suis pas sûr qu'en Oui. France, Non, non, on non, l'ait vraiment lu. non. Oui, oui, ils adorent Dumas. Mais Anne, merci beaucoup. C'était tout à fait intéressant, amusant. Tout à fait reconnu la société russe. Les femmes sont intelligentes, les hommes sont idiots, les belles-mères sont insupportables. Mais c'est tout à fait la société russe, effectivement. Euh, nous ne sommes pas russes, donc ça ne nous concerne pas. Ça va sans dire. Mais voilà, les femmes sont intelligentes, ça c'est vrai. Euh, Avant de rendre l'antenne, juste un dernier point. On a une dernière question à une personne qui nous a demandé, et tu ne vas pas y répondre, Igor, mais pourquoi la Russie a-t-elle abandonné la Syrie? Y aurait-il un accord entre Poutine et Trump pour la paix en Ukraine et la Syrie ferait-elle partie de l'accord? Écoutez à mon avis, vous n'avez pas écouté toute l'émission et vous n'avez pas entendu les passages justement d'Igor en début d'émission. Donc réécoutez le podcast parce qu'il explique tout ça et vous saurez qu'il n'y a pas d'accord entre Poutine et Trump pour la paix en Ukraine, donc tout le reste tombe. Euh, mais, mais oui, Pour l'instant. pour l'instant. Oui, pour l'instant, hein, bien évidemment. Mais je répondais immédiatement à la question. Voilà. Mais merci beaucoup. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir, Anne. Bon voyage, bon retour en Merci France. beaucoup. Et on t'attend. Tu reviens au mois de mars, je crois. Oui, Hein. ça Donc, marche. on est toujours ravis de t'avoir parmi nous. Et tu pourras nous refaire un autre. Ce Euh, sera peut-être sur les livres cette fois. les livres, mais j'en ai déjà un. Le, Mais oui, oui, tu pourras nous faire ça sur les livres, bien évidemment. Merci beaucoup, Igor. Merci beaucoup, Arnaud. C'était la fin du 223e briefing. La semaine prochaine, il y a encore un briefing avant la fin de l'année, mais ce sera Gilles Chenesso qui, j'espère, sera de retour. Donc, le président Chenesso devrait être là. En attendant, tenez bon, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup.